Être luthier, c'est fabriquer des instruments de musique, des instruments à cordes plus précisément. Alors c'est un terme qui est assez large, qui englobe le violon, qui englobe évidemment le luth et les instruments classiques, les instruments rythmiques. Ça consiste d'abord en plusieurs métiers, puisqu'il peut y avoir des luthiers qui ne sont uniquement que des fabricants d'instruments. Il y a des luthiers qui ne se consacrent qu'à la restauration et à l'entretien des instruments. Il y a des luthiers qui ne se consacrent aussi qu'à l'expertise, et ça c'est encore une autre facette du métier. Donc en fait, il n'y a pas être luthier, ce n'est pas qu'un seul métier, c'est plusieurs métiers en un. Je suis Yann Poré, le gérant de la société Yann Poré Maître Luthier, qui est un atelier qui fabrique exclusivement des instruments à cordes frottées. On fabrique des violons, des altos, des violoncelles, à l'exception donc de la contrebasse, qui est un instrument qui est plus réservé pour d'autres types d'ateliers, qui entreprend donc des fabrications un petit peu spéciales. J'ai créé l'atelier en 1997 et donc à l'origine j'étais installé dans le 19e arrondissement, juste en face le Conservatoire supérieur de musique, porte de Pantin. Et il y a maintenant 14 ans, j'ai eu la possibilité donc de racheter un de mes confrères qui partait à la retraite et qui voulait que je sois son successeur. Donc mon prédécesseur s'appelait Roger Lannes, qui était donc une des meilleures mains de sa génération lorsqu'il exerçait ce métier sur Paris. Donc la partie premier étage est consacrée uniquement à la partie des essais des instruments et des archets pour un éventuel achat immédiat ou pour un éventuel achat ultérieur, sachant que très souvent, en fonction de la gamme des instruments, les musiciens demandent à les prendre à la maison pendant une petite semaine à l'essai. Au rez-de-chaussée, nous avons la partie atelier pur et boutique. Et au sous-sol, donc en fait, nous avons toute la partie stockage dans laquelle nous avons tout le bois que nous utilisons notamment pour la fabrication et pour la restauration. Et une toute petite partie pour le vernissage des instruments, qui consiste à être un endroit, on va dire, le plus dénué de poussière et le plus au calme possible. Là, je suis en train de procéder au vernissage, à la première couche de vernis sur la volute. En fait, quand je dis la première, c'est plutôt la deuxième ou la troisième couche de vernis transparent sur la volute, de manière en fait à isoler le bois brut avant de passer aux prochaines couches de vernis qui, elles, seront colorées. Parce que si on n'isole pas le bois brut et qu'on passe directement des couches de vernis colorées, à ce moment-là, on va complètement tacher le bois. Et ce qui n'est pas le but du jeu, étant donné que le but du jeu, c'est que on voit toutes les marbrures et toutes les zébrures de l'érable, et que ce soit de manière très homogène. Sachant qu'une fois que l'instrument aura toutes ses couches définitives, c'est-à-dire à peu près 3 ou 4, de manière à obtenir la couleur définitive souhaitée, en règle générale, on le laisse à peu près une semaine complètement dans la caisse à UV, de manière à ce que le vernis soit sèche en profondeur et de manière à pouvoir mettre l'instrument dans les mains du musicien sans que celui-ci reste collé dessus.
L'entreprise Belfortier Instruments, c'est une entreprise de guitares de lutherie de luxe qui sont faites à 100% de A à Z dans nos ateliers, comprenant la sélection des matériaux jusqu'à l'assemblage final et l'expédition pour un marché international. Alors on fabrique, on va dire, deux types d'instruments, des guitares électriques et des basses électriques. Elles sont toutes inscrites dans la catégorie du haut de gamme. On va aller du haut de gamme traditionnel au très haut de gamme avec des pièces uniques, avec plein de techniques d'artisanat d'art ou des effets visuels complexes, des techniques d'assemblage complexes. Elles sont toutes designées par moi, elles sont toutes assemblées, fabriquées ici de A à Z, avec un triptyque dans la direction artistique, on va dire. C'est le design et l'ergonomie, le son et le retour sensoriel, et évidemment l'esthétique pour faire des objets d'artisanat d'art qui soient plaisants à regarder. Il va y avoir surtout un accent assez important sur la recherche scientifique, la recherche acoustique sur la matière première, qui est quelque chose d'unique, en tout cas en France, et d'assez unique globalement ou assez peu commun dans le monde de la guitare électrique. Là, on est dans le stock de bois de l'entreprise. C'est là où j'entrepose et je laisse sécher à l'air libre toutes les pièces qui vont servir en production dans les mois qui viennent. Vous avez les manches ici, les corps sur tous ces deux étagères-là. Là, vous avez les tables en deux catégories et là, vous avez les touches. Donc là, on mettra les frettes plus tard. Pour vous montrer typiquement un manche, comment ça se présente à l'état brut, ça va ressembler à ça. Là, vous avez de l'amarante. C'est un bois qui est naturellement violet, dont le cœur, quand il s'oxyde, prend cette teinte violette très élégante. Là, vous avez des corps avec du frêne, de l'aulne torréfié. On peut torréfier les bois pour changer un petit peu leurs propriétés acoustiques et leur résistance aux variations d'humidité. Et accessoirement, ça sent très bon. Là, typiquement, j'ai une pièce un peu unique, alors qui n'a pas encore été préparée. Alors, c'est pas forcément la plus belle du stock, mais elle a une histoire assez intéressante puisque c'est un orme qui a été trouvé dans le fond d'une rivière en Serbie et qui a été daté d'à peu près 700 ans. Donc, ça fait une petite vie assez sympa pour cet arbre. Et par ici, je vais avoir des ébènes un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude de voir, de ce que vous connaissez. Vous connaissez évidemment l'ébène qui est tout noir, celui qu'on voit pour les clarinettes, les hautbois, et puis dans les guitares classiques. Et nous, ce qu'on utilise, c'est des ébènes qui viennent d'une exploitation au Cameroun qui s'appelle Crélicam. Et la particularité de cette exploitation, c'est qu'ils ont arrêté d'utiliser les arbres qui sont tout noirs, qui en fait étaient sursélectionnés et qui les amenaient à brûler tous les arbres qui n'étaient pas parfaits. Et ils se sont mis à utiliser d'autres arbres, d'autres ébènes de la même espèce, en gardant ce qu'on considérait avant comme des défauts dans la facture instrumentale, qui sont en fait des motifs naturels, qui sont, c'est mon humble avis, infiniment plus beaux et plus intéressants que de l'ébène tout noir. Et ça conduit à une meilleure exploitation de la ressource, puisqu'on utilise tous les arbres plutôt que d'utiliser une fraction infime de ceux qui sont juste les plus noirs et les plus nobles, entre gros guillemets, même si ils sont tout aussi nobles. Et j'ai un petit outil ici qui me sert à mesurer en posant sur mes plaques, qui me permet de mesurer l'humidité à cœur. Et donc ça me permet de savoir quand les pièces sont propres à être utilisées en production, en sachant qu'on veut utiliser des bois qui sont à moins de 15% d'humidité.
Nous sommes dans la partie sous-sol de l'atelier, dans lequel donc une partie de l'atelier a été consacrée donc au stock de bois. Donc le bois que l'on utilise pour la fabrication des violons a un minimum de 20 ans de séchage et de séchage au naturel. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit dans cet atelier ou dans les ateliers précédents, en fait, il était dans la cave, mais il n'y a pas d'étuvage. Le bois sèche de manière naturelle. Donc là, par exemple, je vais prendre une table d'épicéa, donc qui serait compatible pour la fabrication d'un alto. C'est 2 morceaux sur lesquels en fait on va venir faire un joint parfait au milieu et les coller de manière à obtenir donc la table du violon. Et quand on voit de l'autre côté, ça fera comme une espèce de petit toit. Et donc c'est de ce côté-là que l'on va faire la voûte de l'instrument. Donc, lorsque quelqu'un souhaite acheter un instrument ou souhaite commander un instrument à l'atelier, donc ce qui est toujours agréable, c'est de lui faire d'abord choisir le bois, de manière à ce qu'il puisse un petit peu mettre son empreinte sur l'instrument. Et donc, une fois qu'on a choisi le bois, à ce moment-là, on va lui faire choisir un modèle, parce qu'on a des modèles différents. Donc, les modèles sont issus de dessins, soit d'instruments de l'école italienne, soit des modèles très personnels de l'atelier, en fait, que l'on fait choisir aux musiciens. Et à partir de là, une fois donc on a choisi et le modèle et le bois, à ce moment-là, nous, on va mettre l'instrument en fabrication et on le livrera peut-être à peu près entre 5 et 6 mois plus tard. Donc là, on a un instrument qui va pouvoir recevoir bientôt sa table. On a eu déjà pas mal d'étapes réalisées. Le fond est terminé. La couronne d'éclisse également. Donc la couronne d'éclisse composée des éclisses qu'on voit ici. C'est vraiment ce qui va être apparent à l'extérieur de l'instrument. Donc on voit qu'on a quand même des jolies courbes. Hein. Et tout ça est structuré par des tasseaux qui tiennent les éclisses. Donc c'est vraiment la première étape de la fabrication. On va coller les fameux tasseaux sur ce qu'on appelle le moule, qui est la forme de l'instrument, la future forme de l'instrument. On colle les tasseaux qu'on retrouve ici. Hop. Donc ce tasseau-là, ça c'est vraiment la structure. Et ensuite on va venir plier les éclisses, coller le fond, et on va extraire le moule de manière à pouvoir terminer l'intérieur et venir coller la table. Ça devrait pas tarder pour y aller. Alors là, en fait, on a la table de l'instrument qui est terminée. Le contour est terminé, la pose des filets également. On a tracé les F en faisant notre voûte, de manière à avoir quelque chose de fini, une finition en ratissoir. Et maintenant, on va commencer à creuser la table pour faire les épaisseurs définitives. On va essayer d'être autour de 3 mm d'épaisseur, au global. L'ébauchage consiste à enlever beaucoup de bois rapidement, mais ce n'est pas super précis. Donc il faut vraiment ensuite passer à une étape de rabotage où on va faire nos épaisseurs finales.
Les grandes étapes de fabrication d'une guitare, on va en compter entre 4 et 6 selon les délimitations. On va avoir la sélection de la matière première et la préparation. Donc c'est partir de bois brut qui parfois arrive à l'état de quart de tronc ou vraiment très très brut, qu'on va préparer et qu'on va nettoyer pour pouvoir l'assembler. Et évidemment, là intervient une partie de sélection acoustique en fonction des propriétés de ces pièces-là. Une fois qu'on a des pièces brutes, on va faire l'usinage. On part d'un bloc de bois brut qui est un rectangle. On va le positionner sur une machine, ce qu'on utilise nous chez Belforti, c'est une fraiseuse numérique. Donc c'est l'évolution ultime des outils qu'utilisent les luthiers partout dans le monde, à savoir des défonceuses, des ciseaux à bois, des outils à main ou des outils électroportatifs. Ça, c'est une machine qui est pilotée par un ordinateur. Donc on va designer et créer nos instruments avec des logiciels 3D. On va avoir des beaux modèles et ensuite on va assigner à cette machine-là un parcours d'outils. Donc elle va sélectionner des outils pour faire des perçages, des sculptages. Et donc cette machine-là, elle va nous faire des pièces qui sont des morceaux de guitare qu'on va pouvoir assembler plus tard. Donc ça va être un corps sorti d'usinage, donc qui va avoir la forme, mais qui est encore brut et avec des surfaces qui sont encore qui présentent des marques d'outillage et d'autres interventions. Là, on a la guitare avec toutes ses parties, on a le corps, le modèle, on a la tête, la touche elle est dans un fichier séparé. Là, avec le manche, on a les inserts pour mettre de la fibre de carbone pour le rigidifier, on a une tige de réglage au centre, on a tous les perçages, on a le petit logo qui est gravé là-haut. Et donc les opérations que va nous faire la fraiseuse présentement, elle va nous faire le perçage de ces 3 petits trous ici. Ensuite, elle va nous faire les poches ici. Ensuite, elle va préparer et enlever de la matière sur le contour. Et ensuite, elle va venir nous lisser tout ce contour et nous faire quelque chose de propre et de bien, un beau quart de rond joli. Ensuite, on va avoir le ponçage qui rentre déjà dans la partie finition. C'est un ponçage de finition pour avoir des surfaces qui soient lisses, qui soient belles, dépourvues d'imperfections. Donc on va poncer le manche, on va poncer la touche, le corps. Une fois que tout ça est assemblé, que les tolérances, que tout s'assemble bien, on va partir en finition réelle, c'est-à-dire qu'on va préparer les surfaces pour le vernissage. On va passer au vernissage, donc ça va dépendre du vernis que va choisir le client, si c'est satin, brillant, des finitions à l'huile, des finitions peintes, ça va changer le protocole. Une fois qu'on a la finition, on va avoir des sous-étapes de ponçage à l'eau, de polissage, etc. pour avoir un instrument qui est bien beau. Et puis ensuite, on va faire l'étape finale qui est le réglage. Donc on a un instrument qui s'assemble, qui marche bien, et on va le régler pour qu'il soit confortable, qu'il soit utilisable. On va y apposer l'électronique, l'accastillage, et faire vraiment
lui donner vie en mettant tous ces éléments-là ensemble. Et puis à la fin, quand ça marche bien, on l'expédie au client où qu'il soit. On va faire vraiment la dernière étape, parce qu'on va l'accorder, faire un dernier petit réglage au niveau des hauteurs, des cordes, pour qu'on ait un instrument qui soit confortable et agréable à jouer. Et puis après, elle va partir dans une housse et elle ira rejoindre son client. Pour moi, l'avenir du métier de luthier va avoir tendance à énormément se restreindre. Sachant que pour être musicien professionnel, il faut quand même avoir une certaine dose de travail, ce qui est dans notre société d'aujourd'hui de moins en moins évidente. Il va y avoir une sélection naturelle parmi les gens qui ont été formés. Mais comme l'on voit de toute façon, même chez les musiciens professionnels, où on voit beaucoup de musiciens professionnels qui sont sortis du CNSM il y a quelques années et qui à l'heure actuelle sont en train de faire des reconversions et font volte-face par rapport à leur métier de base. C'est toute une évolution par rapport à tout ce contexte où de toute façon tout devient numérique et où tout est en train de disparaître petit à petit. La lutherie va redevenir un petit peu comme au 19e siècle. Elle ne va concerner qu'une partie un petit peu de l'élite, des gens qui vont s'y consacrer. Mais en fait, on va retomber un petit peu en désuétude. Pour moi, il n'y a pas de péril, en tout cas sur la lutherie. On est certes peu nombreux et on n'est pas en capacité de concurrencer des immenses multinationales, des grandes lignes de production. Et des luthiers indépendants, il n'y en a certes pas beaucoup, pourvu que les gens soient compétents et professionnels. Après, ça reste des métiers difficiles, il faut travailler beaucoup, on est entrepreneur, donc il y a beaucoup de choses en dehors de la lutherie qui font qu'on doit sortir la tête de l'eau, on a des problèmes économiques comme tous les autres corps de métier. Moi, le sens de la transmission, il est primordial. Alors, transmettre le savoir, c'est valorisant pour les deux parties, puisque en fait, on ne perd pas le savoir qu'on transmet, on le maintient, on le consolide. Ça permet de faire vivre le métier, ça permet de former ses futurs collaborateurs, des futurs confrères. Ça n'a que des effets bénéfiques, pourvu qu'on ait les bonnes personnes.